On va parler du bonheur, le bonheur comme projet politique peut-être, le bonheur comme quête individuelle, le bonheur qui peut-être se trouve dans d'autres endroits que là où on le cherche parfois, avec bien sûr des questions. Est-ce que la quête du bonheur rend heureux? Est-ce que la joie c'est comme le bonheur? Est-ce qu'il faut être riche pour être heureux peut-être? Et puis d'abord, comment ça se quantifie le bonheur? Ça nous fait plein de questions. Et avec les vacances qui approchent, ce sera peut-être pour vous aussi le moment de couper le bruit du moteur, pour réfléchir un peu. Alors on s'est dit que c'était pas mal de vous donner quelques pistes justement pour aller randonner dans les interstices de la joie et du bonheur. Le studio s'est rempli de trois aimables pisteurs. Bonsoir Mickaël Mango. Bonsoir. Vous avez un micro? Vous avez chacun et chacune un micro. Bonsoir. Il faut lui parler bien devant. Salut Mickaël, bonsoir. Vous êtes docteur en économie, vous enseignez à l'ESSEC et à AgroParisTech. Vous êtes par ailleurs auteur de Heureux comme Crésus, qui est paru chez Erol, des leçons inattendues d'économie du bonheur. C'est ça. À vos côtés, en face de moi, Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes normalienne, agrégée, docteur en philo. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignante à Paris 1. On vous doit notamment Un bonheur sans mesure, paru chez Albin Michel en 2017. Et puis plus récemment, c'était il y a 2 semaines, il me semble, chez Stock, La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté. C'est ça? J'ai tout C'est bon? ça, tout est juste. À vos côtés, toujours en face de moi, Rémi Oudguiri, vous êtes sociologue et écrivain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Sociovision, qui est une filiale de l'IFOP, spécialisée dans les études sur les valeurs et les modes de vie. On vous doit L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour, qui est paru aux presses universitaires de France, c'était en 2023. Bonjour et bonsoir et bienvenue à tous les trois. C'est quoi le bonheur? Mes questions ne sont pas attribuées et je vais vous en poser plein. Répond qui veut le premier. Vous êtes philosophe peut-être, Laurence? Alors, la réponse va être très simple, c'est que précisément, on ne peut pas répondre à cette question. Je le dis parce qu'un philosophe l'a dit avant moi, et je suis assez d'accord avec lui. Alors, le philosophe, généralement, il faut être d'accord avec lui, c'est Emmanuel Kant, c'est un des plus grands au XVIIIe siècle, et je pense qu'il a cette intuition qui est importante à nous qui sommes maintenant obsédés par le bonheur, c'est qu'on ne peut pas donner une définition du bonheur. Pourquoi? Parce qu'une définition, c'est que vous pouvez lister des caractéristiques et puis vous avez réglé la question. Eh bien, pour Kant, on ne peut pas définir le bonheur parce que c'est, dit-il, un idéal de l'imagination. C'est-à-dire que le bonheur, d'abord, on se le représente. On n'est pas loin de le rêver. On se dit, tiens, mais le bonheur, ce serait... Et là, on s'imagine un état durable, sinon c'est juste un moment de joie ou un plaisir, donc un état durable, d'une satisfaction qui dure dans tous les domaines. Professionnel, amoureux, santé. Parce que si c'est que dans un domaine, c'est une réussite. C'est pas un bonheur. Si c'est uniquement se sentir bien, ne pas être malade, être en bonne santé, mais c'est du bien-être, c'est pas du bonheur. Donc, à votre question, je dois dire que je peux pas répondre. Parce qu'effectivement, si on pouvait répondre à cette question, c'est quoi le bonheur? On aurait réglé le problème. Or, on sait que c'est pas le cas. Que le bonheur, ça exige tellement dans le temps de satisfaction, et au-delà de la réussite et du bien-être, que ça échappe à la définition. Mathias dans le chat dit on reconnaît le bonheur au son qu'il fait quand il s'en va. Oui. Mais peut-être que du côté de l'économie, on a un autre début de réponse. On aura ensuite le point de vue du sociologue, bien sûr. On est moyennement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous avez le droit. Dans les sciences du bonheur, dont l'économie du bonheur, on utilise une définition, mais très vague. Parce que justement, on ne veut pas aller jusqu'à refermer le concept. Donc notre définition, très vague, très large, c'est un état psychologique agréable, marqué à la fois par une évaluation globalement positive de sa vie, globalement, ça ne veut pas dire dans tous les domaines, un par un, et des émotions positives au quotidien. Donc il y a une dimension cognitive, et on va dire de moyen terme, et une dimension émotionnelle de court terme. Mais ça reste vague, parce qu'on ne définit pas quelles émotions, et on ne dit pas... quand on parle de satisfaction ou d'évaluation de la vie, quelle est la bonne vie en fait? Ça non, on le laisse à chacun. Donc on est à moitié d'accord, on va dire. Qu'est-ce que nous raconte la sociologie sur le bonheur? Moi, je ne donnerais pas de définition. Je dirais que moi, ce que je fais en particulier quand je fais des enquêtes, c'est que je pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Et donc, je peux vous dire aujourd'hui, en France, il y a... Est-ce qu'on est heureux en France en ce moment? Oui, en fait, assez paradoxalement, on est heureux. Il y a 78% des Français qui se disent heureux. Alors attention, c'est plutôt heureux. C'est-à-dire, il y a 8% qui vous disent je suis très heureux. Et il y en a 70% plutôt heureux. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que toutes les études qu'on mène par ailleurs sur l'optimisme montrent qu'on n'est pas très optimiste en France. Et ça, c'est en particulier quand on projette les Français sur l'économie française, sur la société, sur la vie en général, ils sont plutôt négatifs. De sorte que, une première observation moi, que je peux faire, c'est qu'on peut être pessimiste et heureux. Le bonheur n'exclut pas le pessimisme, ou le pessimisme n'est pas contradictoire avec le bonheur. En quoi est-ce un paradoxe? Le bonheur est quelque chose d'assez centré sur soi, alors que les questions d'optimisme ou de pessimisme
Ça dépend pas de soi. Sont centrés sur la conjoncture économique, l'état de la politique, enfin l'état du monde. Alors, c'est normal qu'on ait, ça peut arriver qu'on ait des réponses qui soient un peu antagonistes. Du coup. Non, mais quand je dis paradoxe, oui, après on peut l'expliquer. Mais comme ça, de prime abord, quand vous dites que vous êtes pessimiste, ça coule pas de source que vous êtes heureux par ailleurs. Ouais. Mais moi, je pense que ça va ensemble parce que c'est pas intuitif en tout cas. Mais parce que on associe souvent la question du bonheur au fait d'être pessimiste et optimiste. Et je pense que ce que vient de dire Rémi est important parce que je crois que les pessimistes sont des gens capables de bonheur. Pourquoi ? Parce que ils pensent tellement que le pire est sûr, que c'est le pire qui viendra, que quand il y a des moments de joie, quand le bonheur nous est donné, je crois que les pessimistes en profitent encore plus. Parce que précisément, c'est un cadeau, c'est inespéré, c'est inattendu, parce que ce qu'on attend, c'est le pire. Et moi, je pense que ce paradoxe apparent du bonheur, c'est que c'est deux choses. C'est qu'à la fois, ça n'empêche pas de se dire que le pire peut arriver. Parce que je crois que le bonheur aura un côté ardoise magique, c'est-à-dire on efface tout, ça sera formidable, vous savez, qui va tout ripolliner en rose. Ça, c'est pas du bonheur. Je crois que c'est de l'aveuglement ou de l'illusion. Donc, le bonheur peut aller avec une lucidité jusqu'au pessimisme, de dire la vie est dure. On peut être heureux et dire la vie est dure. Et je pense que quand on est pessimiste, justement, on comprend que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est pas quelque chose qu'on manufacture, c'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est quelque chose qui nous est donné. Alors c'est pas facile d'accepter qu'il y ait des choses qui nous est données, mais je crois que c'est une caractéristique qui est importante du bonheur. Alors, peut-être pas économique, mais qui est importante philosophiquement. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en fait, je pense à Sioran, en fait, parce que Sioran, il reste dans l'histoire de la littérature et peut-être de la philosophie, je ne sais pas, comme le penseur du pessimisme. Et d'abord, quand on le lit, je trouve que la langue dépasse ce pessimisme. On est heureux de lire une si belle langue. Donc, on voit que le pessimisme ne produit pas nécessairement du désespoir. Mais surtout, lui, à titre personnel, tous les témoignages qu'on a sur Sioran montrent qu'il était assez joyeux. En réalité, il y a même un livre, je crois, qui s'appelle Le sourire de Sioran. Et donc, oui, on peut être très pessimiste. Et je crois que tu l'as très bien expliqué. C'est au fond du pessimisme, finalement, on ne peut qu'être heureux en réalité. C'est-à-dire que si vous commencez votre vie en étant très idéaliste et très optimiste, il y a toutes les chances qu'au fur et à mesure, vous soyez de moins en moins heureux. À l'inverse, si au début, vous commencez par être très pessimiste, je pense qu'après, tout va pour le mieux. Je vous file la parole après, Michael. Dans le chat, on a Fabrice qui dit: à chaque fois que j'entends parler de bonheur, je pense à cette citation d'Albert Camus: le bonheur, c'est comme le crime de droit commun, n'avouez jamais. Et on a Corsica qui vous pose une question, alors à vous en tout cas davantage qu'à moi, semble-t-il. Est-ce que le bonheur est mesurable, ou est-ce qu'il est un peu comme le chat de Schrödinger? Ça va faire bondir la philosophe. On sait que l'on est heureux dès que nous ne le sommes plus. C'est un raccourci schrödingerien, je crois. Est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Du coup, ça va me permettre de connecter à la réponse. On a quand même, donc on a des mesures de bonheur qui sont largement déclaratives. Donc on demande aux gens comment ils évaluent leur vie sur une échelle de 0 à 10, ça c'est pour la partie cognitive. On leur demande aussi quelles émotions ils ont vécues au jour le jour, donc hier par exemple. Donc on a ce genre de mesures, on sait qu'elles sont valides, c'est-à-dire qu'elles sont corrélées à des choses qui sont objectives. Donc ça, on n'a pas trop de doute sur la fiabilité de ce que les gens nous racontent. Et par exemple, on sait que les gens qui se disent heureux, qui donnent une bonne note à leur vie, si on interroge leur mère, leur compagne ou leur beau-frère, ils vont donner des notes à peu près sensiblement identiques. Donc il y a une certaine validité de ce qui est dit. Et après, pour revenir à notre question du pessimisme, on a des données là-dessus. Et non, faut pas aller jusqu'à dire que les pessimistes sont plus heureux que les optimistes, pas du tout. Donc la corrélation, elle va plutôt avec optimisme. Ah non, mais j'ai pas dit ça. J'ai parlé de ce que tu as dit, ça existait en tout cas. C'est possible. Si j'ai tout bien. C'est possible. Oui, non, mais je vous rejoins. Moi, je fais les mêmes études que vous, je pense. Quand on effectivement la personne heureuse a tendance à être plus optimiste que la personne qui se dit malheureuse. Et vice versa. Voilà, exactement. Il y a une corrélation. Ce que Laurence de Villers disait, c'est que c'était plus intense, en tout cas chez le pessimiste. Oui, je trouve qu'en fait, le pessimiste, il y a une intensité de vie chez lui. Après, il vit dans son pessimisme. Mais oui, et sauf qu'il va
pas croire que ça va être durable. Du coup, il va Mais pas. ça n'est pas durable, le bonheur. Enfin, je pense qu'il faut pas le croire. Ouais, bah ça, on a aussi des. Oui, mais vous êtes avez du le droit- côté de la vous mesure. avez le droit de Ouais. pas être d'accord. Hein. Ah, mais là, vous Mais êtes je du- pense que vous parlez de choses différentes. Oui, parce cependant, que je pense que, alors, on peut mesurer le bonheur, effectivement. Il y a une économie du bonheur, il y a même une psychologie du bonheur. Vous avez positive. 3 entrées différentes sur Ouais. la notion. Voilà, hein. donc on peut le quantifier, on peut même tenter de l'identifier pour le reconnaître, mais la philosophie, ce qui va l'intéresser, c'est presque le mystère du vécu du bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand je le vis? Et j'ai dit mystère parce qu'effectivement, vous avez déjà des réactions qui disent on a l'impression qu'on sait qu'on a été heureux, mais au passé. C'est quand c'est passé, puis on se dit c'était chouette ce moment-là, ou qu'est-ce que j'étais heureuse quand j'avais 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère du vécu, parce que généralement le vécu trompe pas. C'est-à-dire, par exemple, si on est amoureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tromperie en amour, mais quand je suis amoureuse, moi en tout cas, je le sais. Ça trompe pas. Et même, je ne sais que ça. C'est-à-dire, ça m'occupe l'esprit, ça m'occupe le cœur, les tripes. Enfin, voilà, mon vécu me trompe pas. Je suis amoureuse. Quand on est heureux, il y a à la fois une évidence, c'est peut-être une peur, hein, mais il y a une évidence, mais il y a quelque chose qui échappe aussi, parce que alors, il y a peut-être la peur que ça dure pas, et je pense que c'est immédiatement là. Vous savez, c'est cette phrase d'Aragon, moi, que j'aime beaucoup. Il parle de journées d'été qui ont le parfum du bonheur, mais le verre était déjà dans le fruit, parce que ces journées, elles allaient finir. On le sait que l'été va finir. Mais oui, mais c'est ça le vécu du bonheur, c'est que il y a un soupçon d'inquiétude, on sait que ça va pas durer, et puis croire qu'il faut surtout pas qu'il y ait d'inquiétude, qu'il faut le vivre à plein, parce que de toute façon ça va durer. Je pense que pour le coup, c'est ni optimiste ni pessimiste, c'est une illusion. Et puis, ce mystère du vécu, c'est que précisément, je crois philosophiquement que le bonheur, c'est quelque chose qui m'est donné. D'où ça vient, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un Dieu qui me rend du bonheur ou qui m'en donne pas. La manière dont on le vit, c'est quel chouette moment on est en train de vivre. Enfin, on s'y attendait. Il y a quelque chose en plus qui fait qu'on dit waouh, quel bon moment. Et bien, quand il y a quelque chose qui est donné, qui ne dépend pas entièrement de moi, je crois que notre vécu est plus subtil. C'est que voilà, il y a une part qui nous échappe. En fait, on parle pas du même. On utilise le mot différemment, vous et moi, parce que nous, donc c'est pas du tout un niveau d'extase. Hein. C'est un niveau de satisfaction positif. Donc on va dire 8 sur 10, mais satisfaction. Satisfaction, c'est pas l'extase. Un peu plus que la sérénité, quoi. Ouais, c'est sérénité et contentement. Et donc ça, c'est tout à fait durable. Hein. Enfin, ça peut l'être. Il y a énormément de personnes qui vont se donner une bonne note durablement. C'est-à-dire, vous les questionnez tous les 6 mois, vous aurez une très bonne note. Moi, déjà, l'idée de noter sa vie, ça me fait horreur, sincèrement. Hein. Enfin, je pense que c'est un rapport à la vie. De nos jours, on évalue absolument tout. Moi, ça me met dans l'angoisse d'évaluer. Hein. Vous êtes dans les toilettes à Roissy, il faut évaluer les toilettes. Enfin, sincèrement, j'ai rien à dire. Je peux pas évaluer. Mais l'idée de noter sa vie, ça fait précisément qu'à mon sens, ou noter ce qu'on est en train de vivre et qu'on appelle bonheur, ça fait à mon sens que c'est pas le bonheur, en tout cas tel que je l'entends. C'est peut-être une satisfaction, un plaisir, un peu plus qu'un petit plaisir, hein. Un bon plaisir, comme un vous n'avez bon pas moment. donné de définition du bonheur, on ne peut pas savoir. Mais justement, parce que je trouve ce qui est beau et difficile dans le bonheur, c'est que ça échappe à la définition. C'est pas du bien-être, c'est pas un bon moment, c'est pas du plaisir, c'est plus que ça. Et je pense que du coup, dire je note ma vie, elle est heureuse ou pas, moi, tu viendrais me sonder ou viendrais me demander, mais moi je peux pas répondre. Si on te pose la question, est-ce que tu es heureuse ou pas, tu dis quoi? Mais moi, je peux pas répondre. Alors, tu es ni malheureuse ni heureuse, tu sais pas. Oui, parce que je crois que ça peut pas Tu dis être... je ne sais pas. Je dis que dans ma vie, je sais que j'ai une disposition à être heureuse. J'ai une disposition à vivre ces moments. Donc je l'ai, hein, c'est ni pessimiste ni optimiste, je l'ai. J'ai une disposition à vivre des moments où l'horizon s'élargit. Alors vous avez dit extase, c'est un peu fort, mais c'est plus que le contentement. C'est pas juste, je suis bien dans ma vie. Il va se passer des choses dans ma vie où je vais avoir plus qu'attendu, vous voyez, plus qu'espéré. Et c'est ça qui échappe à la mesure et que je veux pas noter. Mais c'est forcément la réponse de la philosophe, qui peut pas être une autre réponse, il me semble. Alors, en tout cas, je peux pas être autre chose que philosophe. On a malheureusement qu'une heure pour en parler. Il y a un moment où vous vous accorderez pas sur la. Mais c'est pas grave du tout. Mais ce qu'on peut essayer de faire, donc je reviens sur les gens qui se disent heureux. Peu importe comment on mesure, si c'est une échelle de 1 à 10, si c'est plutôt d'accord, pas d'accord. Il y a des gens qui, il se trouve, vous disent
toi tu n'es pas dans ce cas-là, mais il y a un certain nombre de gens qui disent qu'ils sont heureux. Alors ce que nous on a essayé de faire, comme on mesure ça, j'ai dit le chiffre tout à l'heure, il y a 70% plutôt heureux et 8% très heureux. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que les gens qui disaient qu'ils étaient heureux l'étaient. Alors comment on a fait? Comme dans le même questionnaire qu'on avait posé, il y avait des centaines de questions sur tous les sujets, les préoccupations, la santé, etc. On a fait des analyses de régression statistique pour essayer de voir ce qui contribuait le plus au fait qu'on se dise très heureux. Et on a dégagé 5 raisons. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont associés systématiquement aux gens, ou plus ou moins systématiquement aux gens qui disent qu'ils sont très heureux. La première, et ça c'est intéressant parce que ça rejoint la philosophie, c'est que il y a l'idée que ma vie a un sens. Ouais. C'est-à-dire que plus les gens ont le sentiment que leur vie a un sens, et plus ils ont une propension à être heureux. Ouais. Donc ça veut dire que le bonheur a quand même partie liée avec le sens de la vie. C'est-à-dire que puisque j'ai un sens, je me sens moins malheureux qu'un autre. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est vraiment le plus important. Le deuxième facteur, c'était le sentiment de sécurité économique. Donc, on dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. La réalité, et là, l'économie du bonheur vient conforter ça, c'est qu'il faut quand même un minimum de sécurité, de stabilité économique pour être heureux. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous demander comment je vais finir le mois, comment je vais finir la semaine, comment je vais manger, etc., c'est très difficile d'être heureux. Donc, troisième raison qu'on a trouvée, et ça, c'est très important, c'est le lien. C'est-à-dire que les gens très heureux sont souvent des gens entourés, soit d'amis, soit de proches familles, soit sont des amoureux. Et ça contribue au bonheur. Quatrième facteur, c'est l'utilité, le sentiment que sa vie est utile. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que pensons aux agriculteurs qui ont des vies très compliquées, à la fois financièrement. Je ne parle pas de tous les agriculteurs, ou aux enseignants, voilà, ou dans la fonction hospitalière, enfin dans plein de métiers aujourd'hui sous tension. Ils ont un métier donc peu rémunérateur, qui prend énormément de temps, et néanmoins, ils ont le sentiment que c'est utile, parce qu'ils font œuvre d'éducation nationale, ils nourrissent le pays, etc. Et donc ça les rend heureux. Vous voyez ? Et donc ça contribue aussi au bonheur. Et la dernière qui se rapproche de votre premier facteur, oui, sur le sens. C'est les deux premiers, en fait. C'est du sens et du lien. Tout à fait. Et la dernière, c'était la santé. C'est-à-dire que les gens très heureux sont souvent... Donc, je ne dis pas qu'on a découvert le secret du bonheur, mais ça veut simplement dire quand même qu'il y a un certain nombre de facteurs dans notre société, de réalité, qui permettent aux gens de se sentir mieux et de répondre in fine, même si on a du mal à le définir, au sentiment d'être heureux. La question du sens, oui, c'est à mon avis ce côté non mesurable du bonheur. C'est même si effectivement c'est une caractéristique. Il y a des mesures du sens aussi. Hein. Mais oui, mais le sens. Pas convaincu, Michael. Le sens, en tout cas, c'est, vous voyez, vous pouvez pas dire, je vais vous donner une recette et ça va donner du sens à votre vie. Et le faire croire, je pense que c'est vraiment pas honnête. C'est parce que le sens, c'est ce quelque chose en plus. J'allais dire presque un supplément d'âme, mais bon, on va pas être d'accord sur l'âme, évidemment. Hein, mais c'est ce quelque chose en plus qui dépend pas entièrement de moi, même s'il faut vraiment que j'y mette du bien, mais c'est ce quelque chose en plus qui fait que... Vous savez comment j'avais envie de le dire ? Que ma vie a presque une beauté. Elle n'est pas seulement heureuse, mais elle a presque une forme. Elle a un dessin, elle se dessine, elle a une forme, elle a presque une élégance. C'est ça le sens, c'est ce qui dessine un peu ma vie. Même si elle peut être cabossée, hein, mais c'est ce qui la dessine. Et ça, oui, je pense que c'est indissociable du bonheur, même si, attention, hein, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on aborde. Les salopards peuvent être heureux aussi. Mais ça, il faut qu'on le sache. Hein. Le bonheur, il est arbitraire. C'est pas parce que vous êtes heureux, c'est pas parce que vous l'avez mérité que vous êtes heureux. Et qu'il faut aussi pouvoir, nous, si je me mets du côté des gentils, hein, puisque je viens de parler de salopard, mais il faut qu'on puisse accepter le bonheur des méchants. Et ça, c'est pas facile. Donc, vous voyez, je pense que autour de ce mot bonheur, il y a en fait des choses qui sont pas si simples à vivre, pas si simples à avaler, beaucoup plus que pas si simples à définir. Je crois que c'est surtout ça. Michael, est-ce que l'économie du bonheur, est-ce qu'elle a la recette du bonheur ? Non, non, justement, c'est comme Rémi l'a dit, c'est évidemment multifactoriel, et puis à la fin, c'est vous qui faites votre propre recette.
C'est-à-dire que nous, on travaille sur des grandes masses. Donc, on peut vous faire la recette pour l'homme type, quoi. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Après, c'est au niveau personnel. Et d'ailleurs, dans les facteurs que vous avez relevés, il y a des chercheurs qui s'intéressent justement au lien entre sens et bonheur. Et notamment en Autriche, vous avez Tatjana Schulz qui fait beaucoup ça et qui montre qu'il y a plein de gens qui ne trouvent aucun sens à leur vie mais qui sont heureux. Donc c'est pas du tout un présupposé nécessaire. En fait, il y a plusieurs chemins vers le bonheur. C'est Camus, hein. Pardon, mais en oui, philosophie, c'est Camus. C'est Bien la sûr. vie n'a pas de sens, elle est absurde. Vouloir chercher du sens, c'est encore plus absurde qu'absurde. Mais dit-il, il n'y a pas de honte à être heureux. Ouais. Enfin, c'est Camus. Il y a plusieurs chemins vers le sens. Il y a un chemin Il faut vers le bonheur. imaginer Sisyphe heureux également. Oui, voilà. Exactement. Il y a un chemin qui passe par le sens, ça c'est vrai, mais il y a un autre chemin qui est le chemin plus hédonique qui passe par les sensations, les plaisirs, etc. Et en tout cas, vraiment, comme on a une définition très large, nous on accepte tous les chemins et après on écoute ce que nous disent les gens. Et donc Tatjana Schulz en Autriche, elle montre que vous avez vraiment toute une partie de la population, 30-40%, qui ne trouve aucun sens à sa vie, mais qui est relativement heureuse. Elle vit pas le nirvana, mais ça passe, quoi. Et pour nous, ça suffit. Enfin, si elle se dit heureuse et si au quotidien elle a des émotions positives, pour nous, c'est bon, hein, c'est validé. Alors moi, j'ai vécu une génération, et j'en étais très très proche, la génération punk No Future, et on avait des grands moments de liesse. Alors, est-ce que c'est le bonheur ? Je suis pas sûre. On avait justement des grands moments, et puis les danses punk, enfin bon, sont vraiment presque de la transe. Il y a des grands moments d'une sorte de ferveur collective où on en profitait, mais justement parce qu'on se disait il n'y a pas de demain. Mais est-ce que le bonheur est possible si on n'espère pas un minimum ? C'est-à-dire si on se dit pas, ne serait-ce que je vais pouvoir être heureux à nouveau. Maintenant que j'ai un peu vieilli, je suis pas si sûre que ce soit possible de se dire la vie n'a pas de sens, il n'y a pas d'avenir, mais profitons-en. Alors ce profitons-en là, est-ce que c'est le bonheur ? En l'occurrence, ils sont Je mets un moins point heureux que ceux qui ont trouvé du sens. Hein. Donc, ils sont relativement heureux, mais c'est vraiment pas la catégorie de la population qui se dit la plus heureuse. Hein. Donc la case sens est un vrai plus, hein, sans aucun doute. Je pense. Rémi, pourquoi la recherche du bonheur, elle a autant de succès en ce moment ? Il y a quand même il y a un mouvement un peu massif. Oui, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça s'amplifie depuis 2 décennies. Je pense parce que, un peu ce qu'on dit là, c'est insaisissable, mais on a le sentiment que ça existe et que il y a peut-être quelque part un secret, une recette qui pourrait nous permettre d'être heureux. Je pense qu'il y a aussi une pression. Il n'y a pas une sorte d'injonction performative? Oui, c'est ça. peu, Il y a une pression. Il y a d'ailleurs un livre qui a été fait par des chercheurs suédois qui avaient montré que c'était vraiment, il y avait une tyrannie du bien-être aujourd'hui et qu'il fallait non seulement réussir sa vie professionnelle, mais aussi réussir sa vie personnelle. Parce que moi, ce qui me frappe en tant que sociologue, c'est le passage de la tyrannie de la performance du domaine professionnel au domaine privé. Aujourd'hui, on est presque face à des individus qui ont plus à cœur de réussir leur vie personnelle que leur vie professionnelle et qui se mettent des contraintes incroyables avec cette idée que à la fin ils seront heureux. Et le paradoxe, et ce livre dont je crois que c'était le syndrome du bien-être, le titre, montrait très très bien ça et montrait que justement au final les gens étaient malheureux. Donc à force de chercher le bien-être, on devenait malheureux. C'est un peu le paradoxe de notre époque. Et ça rejoint un peu ce que Laurence de Villers a dit. C'est finalement, si on cherche le bonheur, il y a toutes les chances qu'on ne le trouve pas. Ce qui est validé, ça. Vraiment, on est tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes d'accord. Ouais. Chouette, alléluia. Oui, si, c'est vrai. À toutes choses égales par ailleurs, les personnes qui cherchent sont moins heureuses que celles qui ne cherchent pas. Donc c'est vrai. Ah mais alors, moi je pense qu'on vit une tyrannie, mais vraiment, une dictature du bonheur, et qui d'ailleurs l'a transformé en autre chose. Une sorte d'hygiénisme du bonheur, donc avec l'idée qu'il faut une routine matinale, par exemple. Moi ça me terrifie, mais une routine matinale. Et je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a déjà... comme l'humain a horreur du vide, il a fallu remplir le vide laissé par les grandes croyances. Les grandes croyances politiques quand même, qui voulaient changer la vie et qui avaient changé la société et qui promettaient un régime politique susceptible de rendre heureux. Bon, ça
je dirais presque Dieu merci, on n'y croit plus. Et puis, puisque j'ai dit Dieu merci, il y a quand même le vide laissé par la religion. Je veux dire, qu'on ait été croyant, qu'on le soit ou pas, le christianisme en France, puisqu'on est en France, avait occupé toutes les zones de nos vies. Enfin, et on rencontrait Dieu dans son salon, dans sa chambre, dans sa cuisine. C'est-à-dire qu'il nous promettait, il donnait du sens à nos vies déjà. Il y avait des rituels, il y avait des choses à faire. Enfin, nos vies étaient occupées par ces croyances. Et puis elles ont déserté totalement. Et qu'est-ce qui est resté? Du vide et l'individu tout seul. Et l'individu tout seul, je crois que c'est le troisième facteur, il y a eu la psychologie positive et le développement personnel. Et il a fallu transformer l'individu en auto-entrepreneur. Et de fait, le rapport à nos vies, comme tu le disais, c'est complètement modifié. Et là où il y avait des termes et des injonctions qui étaient réservés au domaine du travail, ne serait-ce que travailler, maintenant on travaille sur soi. Mais comme si ça suffisait pas de travailler. Quelle épouvante. On travaille sur soi, et puis, donc c'est l'invasion du faire, il faut toujours faire quelque chose, y compris le GR20 par exemple, ce qui fait bien rigoler. Pourquoi ça vous fait rire, et la performance, la réussite, c'est-à-dire que je pense qu'on confond le bonheur, et même l'amour peut-être, avec la réussite. Et je pense que la conjonction de ce vide laissé par la croyance, ou par les espérances, le fait que tout repose sur l'individu, qui est à la fois responsable de tout et coupable de tout, donc s'il n'est pas heureux, c'est votre faute. Et le développement personnel et la psychologie positive qui ont fait que, voilà, c'est un devoir, une performance, une religion d'être heureux. C'est très libéral tout ça. C'est même très individualiste en fait. C'est depuis, pour moi, c'est la dérive du concept individualiste en fait, qui date des Lumières, qui petit à petit s'est transformé en narcissisme. Et donc la finalité de la vie serait moi. Mon bonheur à moi. Alors que le mot bonheur, il avait pas du tout cette acception-là au départ. Hein. Dans l'Antiquité, c'était la vie bonne, une vie bonne objective, pas subjective, pas psychologique. Hein. C'était la vie bonne des nobles, on va dire. Donc c'était je participe aux affaires de la cité, je fais du sport, je participe aux sciences, etc. Et du coup, je suis considéré comme quelqu'un qui vit une vie bonne. Et maintenant, c'est pas du tout ça l'acception. C'est juste je suis bien dans mes baskets. Donc la finalité de la vie serait juste d'être bien dans ses baskets. Prenez des substances. Hein. Ça va aller plus vite quoi, que de lire des bouquins de développement personnel. On peut faire les deux en même temps. C'est un individualisme. Le bouquin est plus sympa après. C'est un individualisme, oui et non. Parce que effectivement, on a l'impression qu'il y a un narcissisme complètement décomplexé. C'est moi et ma routine personnelle et mes 30 minutes de méditation de pleine conscience, etc. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est que et je le dirais presque du développement personnel en général. Et en même temps, c'est tellement une injonction généralisée que, c'est pas supportable, donc en fait, ça me fait du mal. Enfin, moi, je sais que j'aime pas les injonctions, donc je ne vois pas en quoi ça me développe ou me libère. Je ne vois pas en quoi ça aide mon narcissisme. Au contraire, je suis jamais à la hauteur de ce qu'on me dit. Je suis jamais assez belle, assez bien, assez heureuse par rapport aux injonctions. Donc en fait, ça crée une culpabilité qui est peut-être même pire que la culpabilité qu'il y avait dans les religions. Et puis ensuite, je suis pas certaine que finalement l'individu se soit enrichi avec cela. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est une dérive pour moi. Oui, mais on dit que c'est narcissique, mais ça fait pas du bien parce que je me rends compte que je suis jamais à la hauteur de toutes ces images de papier glacé de bonheur. Donc au contraire, je me sens... moi par exemple, j'ai commencé à lire des livres de développement. Quand j'écrivais sur le bonheur, je me suis dit, je vais quand même aller lire. Mais ça m'a déprimée. J'étais absolument pas comme il fallait. Donc j'étais pessimiste, j'étais triste, j'étais solitaire, j'aimais voyager que seule, il y a des journées où je voulais pas parler. Donc ça, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. Et en fait, ça a développé en moi l'idée d'échec et de culpabilité. Et puis, je me suis rendu compte, je me rends compte que ce soi-disant narcissisme ne fait pas du bien au narcissisme, en réalité. Ça ne m'agrandit pas, ça ne m'élève pas, ça ne m'apporte pas quelque chose en plus. Moi, en fait, je trouve que ça appauvrit. Donc, individualisme et narcissisme, vous voyez, je m'en méfie parce que je trouve que ça ne fait pas de bien à l'individu. Oui, peut-être pour compléter ce qui est dit là, c'est dans la même étude que j'ai citée tout à l'heure, il y a un autre indicateur qui est sorti, c'est celui d'être indépendant de l'opinion des autres. Et c'était
ça contribuait, enfin, ça expliquait une partie du bonheur. Les gens qui étaient très heureux étaient souvent des gens indépendants d'esprit. Ce qui confirme un peu ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les réseaux sociaux, il y a une pression énorme qui est exercée sur énormément d'individus. D'ailleurs, dans les enquêtes, nous on voit bien que plus on est sur les réseaux sociaux et plus on a plutôt tendance à être malheureux. En fait, confirmé. Voilà, il y a une pression énorme sociale qui se joue. Et une façon de se préserver de ça, c'est de s'extraire de cette pression-là collective. De sorte que pour être heureux, j'ai envie de dire, je tire une conclusion. Vivons cachés. Vivons cachés, vivons hors des réseaux sociaux. Ouais. Oui, mais ce qui va pas plaire à Laurence, c'est que ça fait partie des recettes qui sont données par les livres de développement personnel, c'est-à-dire de passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque. Donc écoutez-vous vous-même et ne suivez pas les injonctions. Michael, le développement personnel, il ne cesse justement de vous donner des injonctions. Donc pour moi, mais l'injonction d'être vous-même. Voyez. Mais oui, mais moi, alors il y a deux choses. Alors, est-ce qu'il faudrait être soi-même pour être heureux ? Alors d'abord, moi je ne sais pas ce qu'est ce soi-même. soi-même. Ce thème du bonheur suscite autant la controverse, c'est formidable, vous êtes merveilleux. Laurence. Non mais, alors, est-ce qu'il faut être soi-même pour être heureux ? C'est une question, non ? Vous êtes d'accord ? Oui, bon. Tout à fait. D'abord, moi je ne sais pas ce qu'est ce soi-même. Vous n'avez pas donné de définition, Laurence. Non, mais parce que c'est un petit problème là. Mais non, mais parce que c'est plus compliqué. Moi j'ai l'impression que mon moi-même, je l'ai quitté quand j'ai plus 7 ans. Moi-même, c'est quand j'avais 7 ans. Donc, je l'ai plus. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il est. Et puis, moi, il me semble que les moments de bonheur m'arrachent à moi. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est paradoxal. C'est à la fois, ça m'arrache à moi parce que j'ai pas à me dire, bon, là, est-ce que je suis bien ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je suis bien là ? Il n'y a pas ce côté selfie qu'on a en permanence dans nos vies, et moi, et moi, et moi. Et en même temps, ça me fait exister pleinement. J'ai l'impression d'être totalement comblée, j'ai l'impression même d'un étau qui s'est desserré, je vois plus là, je respire mieux, mon cœur bat. Donc d'une certaine façon, je suis plus moi, il y a plus de vie dans ma vie et je suis plus moi, je crois que c'est ça être heureux, mais je me suis pas du tout inquiétée de moi. Et donc je pense que être soi-même, c'est pas du tout ça, être heureux. Ce que tu dis, c'est se sentir vivant. En réalité, se sentir vivant. C'est vibrer. Et je pense qu'effectivement, est-ce que c'est être soi-même ou pas, je ne sais pas, et moi je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, L'échappée belle, qui essaie de dire qu'il faut s'extraire, s'évader de la pression, du travail, de la performance, non pas pour être soi-même, mais simplement pour pouvoir jouir de... Voilà, pour être. Parce que c'est ça, en fait. On est quand même enfermé dans des emplois du temps, on est saturé de rendez-vous, de contraintes. Et enfermé dans des réseaux, vous voyez, réseaux. Et plus que jamais aujourd'hui, parce qu'il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compte, chacun est dans son micro-monde, sur son smartphone, en permanence, en fait, et sollicité à l'infini. Et moi, je pense effectivement que être heureux, si ce mot a un sens, c'est sortir de ça, non pas pour être soi-même nécessairement, ça peut l'être, mais c'est surtout pour simplement vivre, en fait, pour raisonner, pour vibrer avec le monde qui nous entoure. Et moi, c'est vraiment, à titre personnel, si j'avais un conseil, je ne sais pas, mais en tout cas une recommandation à faire, c'est extrayez-vous le plus possible de cette tyrannie pour simplement sentir le monde tel qu'il est, l'écouter, le sentir, le ressentir. Il y a une question sur le collectif dans le chat. Il y a pardon, j'ai perdu ton... Non, pardon. Kyle qui nous dit, salut Kyle, qui dit, moi je pense que le bonheur individuel ne peut pas être atteint sans celui de la société. Et il y a Corsica qui pose un peu le même genre de question, qui dit, est-ce que la recherche d'un bonheur collectif, imposé ou prescrit, ne va pas empêcher la recherche du bonheur au niveau individuel ? Sur le premier, je suis pas d'accord. Il y a vraiment, on peut être le bonheur dans sa bulle, ça marche. Malheureusement d'ailleurs, c'est tout pour moi toute la limite du concept de bonheur. C'est comme tu l'avais dit, peut y avoir le bonheur du salopard et il y a le bonheur de la personne complètement isolée, qui est et même factice, qui est dans son monde. Ça marche très très bien. Donc le bonheur des autres est pas du tout nécessaire. 2-3 relations sociales, vos petits plaisirs personnels et ça passe très bien. Donc non, je pense pas. Et la deuxième partie, pourquoi le bonheur ? C'est l'inverse, c'est le collectif qui empêcherait le bonheur individuel. Le bonheur collectif, c'est une absurdité. Ça fait peur même, non ? Je pense que c'était le sens de la question de Corsica. On voit bien que chacun a une définition différente et que finalement chacun doit suivre sa voie, quelle qu'elle soit. Et vouloir imposer l'idée d'un bonheur collectif, pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Après, les Asiatiques, on le voit parce que dans les sociétés holistes... Oui, mais alors, c'est un bonheur interpersonnel. Donc c'est pas le bonheur collectif de toute la communauté, c'est au moins le bonheur de moi et des gens autour de moi.
Donc leur définition du bonheur, elle est déjà plus interpersonnelle, ce qui explique aussi que dans nos mesures de bonheur individuel, ils sont pas très à l'aise avec ça, ils se donnent des mauvaises notes. Donc on a une anomalie avec les répondants qui viennent des pays d'Asie de l'Est. Donc les Japonais, les Chinois, les Taïwanais, les Singapouriens, ils se donnent toujours des notes autour de 5-6. Et donc, alors que les conditions objectives de vie sont plutôt bonnes et que nos modèles nous amèneraient à penser qu'ils sont autour de 7-8. Quoi. Oui, mais là, c'est une question de culture, en fait. On le voit, nous, dans quelles que soient Oui. les questions qu'on pose, ils se mettent au milieu. Ils n'aiment pas, ils aiment pas avoir des avis tranchés. Ouais, mais sur l'interpersonnel, ils peuvent monter plus haut, par exemple. Mais je crois que, alors, comme l'a dit Rémi, un bonheur collectif, ça a quelque chose d'effrayant. Enfin, c'est 1984. On vous demande d'être heureux et on vous dit comment l'être. C'est pour ça que je pense que les injonctions. C'est ce que dit Corsica, la personne qui avait posé la question. Le bonheur collectif, c'est un peu le système totalitaire. Bah voilà. De façon, le meilleur des mondes de Huxley. C'est Corsica le pseudo, donc on peut comprendre. Salut Corsica, reste avec nous. Donc quand même, je pense qu'il faut se préserver de ce qui peut être un peu trop collectif. Je pense qu'il peut y avoir des injonctions, mais c'est pas au bonheur, c'est à la santé, par exemple. Mais rien que 5 fruits et légumes par jour, moi, c'est une injonction que j'ai du mal à supporter. Donc j'imagine, si on me disait, il faut que tu fasses 5 choses pour être heureuse aujourd'hui, oui, ça ressemble à quelque chose... Toutes les injonctions, vous avez du mal à les Oui, j'ai supporter, du mal avec l'impression, hein. toutes les injonctions, parce que justement, je vais en venir à ça, c'est que moi, je pense que pour comprendre l'articulation entre collectif et individuel, quand il s'agit d'être heureux ou pas, il faut lâcher la question du bonheur, parce que c'est pas ça qui va primer. Je pense que c'est celle de la liberté. Je pense que vraiment, l'articulation entre le collectif et l'individuel, dans le sens d'une finalité qui serait plutôt heureuse que faire le malheur des hommes, elle se pose en termes de liberté. Et là-dessus, en revanche, oui, alors on transige pas. Est-ce que c'est une notion politique, le bonheur ? Vous avez 3 heures. Je sais pas comment répondre. Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière cette question ? Parce qu'on peut faire des politiques publiques de bonheur, ça oui. On sait qu'il y a un lien entre vote et niveau de bonheur, ça oui aussi. Donc, je sais pas quel angle vous voulez prendre. Ballon que vous voulez. Vous n'êtes pas dérangeant. Non. Non, mais si on reste dans l'actualité, moi, je vois pas beaucoup les politiques parler de bonheur. Non. J'ai l'impression que c'est un mot Ils l'ont fait. Sarkozy avait lancé... Non, dans le passé. Je parle de l'actualité. Ouais, aujourd'hui, je crois que ça a disparu, ce mot-là. Je pense que personne n'ose. Est-ce que la notion est protéiforme ? Quelle réalité elle peut recouvrir ? Mais il y a eu, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, la première Est-ce qu'elle est ministre... sujette éventuellement à manipulation ? Oui. C'est ça ma question, pardon. Pardon. Mais vous m'avez surpris. Donc, il y a eu des politiques publiques de bonheur. Vous avez eu la première ministre néo-zélandaise qui avait fait, Jacinda Ardern, qui avait fait son programme politique autour de ça. Bon, là, maintenant, elle a perdu les élections, donc elle n'est plus au pouvoir. Mais il y a eu ça. Vous avez des ministres du bonheur maintenant dans plusieurs pays. Vous avez évidemment le Bhoutan qui est connu pour son indicateur de bonheur national brut. Donc, vous pouvez vraiment instrumentaliser ça. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est très discutable. Mais là, on a vraiment besoin des 3 heures. Mais souvent, le bonheur, là, dans ce que tu cites, c'est, je pense à Amartya Sen. C'est les capacités. Ah non, moi, c'est les capacités. Oui, mais il faut expliquer peut-être pour ceux qui nous rejoignent ce que sont les capacités. Non, mais il y a eu à un moment donné, on a essayé de trouver justement les indicateurs du bonheur. Il y avait l'éducation, la santé, enfin, il y avait toute une série de critères. Ça sera en fait des choses à quoi on a droit, parce qu'on a une disposition. Exactement. À y avoir droit. Donc c'est pas des capacités, mais on nous rend capable d'avoir droit à l'éducation, à s'exprimer, etc. Donc est-ce que c'est ça qui permet de dire politiquement, c'est ça, oui, voilà. politiquement, Donc ça quel régime permet? Et même je me souviens que Nicolas Sarkozy avait lancé une commission là-dessus. La commission Stiglitz. Voilà, la commission Stiglitz. Qui avait produit des ouvrages. Avec Amartya Sen dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il y avait cette idée qu'il fallait substituer à terme au PIB d'autres indicateurs d'indicateurs de bonheur. Et vous remarquerez que ça ne s'est pas fait et qu'on reste totalement soumis à la référence ça du s'est PIB. fait en moyenne. Non, il y a eu ça a essaimé dans les instituts statistiques français mais et pas européens. dans le public. L'espace public ne parle jamais de ça. Non, mais l'INSEE parle de ça maintenant. Oui, l'espace politique n'en l'espace parle politique, pas. dans les livres, il y a plein de choses, l'économie du bonheur, tout ce qu'on veut. Sûr. Mais on reste rivé au PIB. Il n'y a que ça pour... Mais parce que le bonheur ne se mesure pas. Non, c'est pas ça le problème. Mickaël va vous dire que si. Et qu'on veut, mais si on veut le mesurer, on va le transformer en autre chose qui sera mesurable. Donc ça sera effectivement... On ne reste pas qu'au PIB. Hein. Pardon, excusez-moi. Oui, mais ça sera, par exemple, ma crainte, c'est qu'on identifie le bonheur à la consommation, par exemple. Mais pourquoi avoir cette crainte-là ? Justement, il a lancé ces travaux-là pour
pour sortir des sentiers battus. Donc vous avez peur de beaucoup de choses, je trouve. Non, on n'a pas du tout peur, mais ça n'a pas été mis en application. Oui, mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse. La réponse, c'est qu'on reste dominé par un modèle qui est celui de la performance économique, et c'est ça, on n'en sort pas. Et moi, ce qui me frappe, puisqu'on parle de ça, je pense au cas des États-Unis. L'année dernière, les États-Unis ont fait 2,5% de croissance, là où la zone euro a fait 0,9%. Et est-ce qu'on peut dire que les Américains sont plus heureux ? Bah oui, c'est ça. En fait, je ne crois pas. Au contraire, on voit bien que c'est un pays malade. Oui, tout à fait. Je veux dire, quand on regarde les niveaux d'obésité, 40% d'obésité aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous projetez ça dans la population, c'est 120 millions d'Américains. 120 millions d'Américains. L'espérance de vie baisse aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Donc on voit bien. Et l'espérance politique baisse aussi. Et voilà. Et puis on voit avec Trump. Bon, ce qui veut dire quoi ? C'est pour ça que je réagis là-dessus. C'est qu'on nous a promis d'autres indicateurs, mais on reste toujours sur le PIB qui ne veut plus rien dire. Il n'apporte plus c'est pas que de le PIB. bonheur. On regarde énormément le taux de chômage, par exemple. Donc c'est une batterie d'indicateurs, mais le je taux de chômage, ça n'a rien à voir avec le bonheur. économiques. Moi, je vous parle... oui, mais non, mais le PIB non plus n'a rien à voir avec le bonheur. Donc, je suis d'accord qu'on a un prisme qui est encore trop économique. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter comme indicateur ? On peut faire comme le bouton, l'indicateur de bonheur national brut. Il y a quoi au bouton ? Ils ont agrégé quoi ? Alors, ils ont agrégé des indicateurs objectifs, genre l'accès à des espaces naturels, la maîtrise de la langue, des choses comme ça, puis des indicateurs subjectifs, comment les gens se ressentent leur vie. C'est pas mal. Et des indicateurs économiques. Donc, ils ont fait un patchwork. Oui, mais ça, moi, je suis pour ça, par exemple. En tout cas, on n'en est pas là en France. Non. Ni en Europe de façon Mais il n'y a large. pas qu'une obsession du PIB, il y a une obsession de toutes les métriques économiques, notamment le taux de chômage. On est arrivé aussi au taux de chômage, donc c'est pas un monolithe. Il n'y a pas que. Non, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette fenêtre qui s'est ouverte à un moment donné s'est refermée. C'est juste ce que je dis. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il est plus compliqué d'être heureux aujourd'hui qu'avant ? Alors vous prenez avant comme vous le souhaitez. Alors avec ces hier ou il y injonctions a 5 ans. permanentes, oui. On a l'impression qu'effectivement, ça va être très très difficile d'être heureux. Parce mais on n'avait pas de sondage avant, donc on sait Et on n'avait pas de sondage. Donc on ne voyait rien. On pouvait peut-être pas s'exprimer comme ça tout le temps sur les réseaux sociaux en disant je suis heureux ou je suis pas heureux. Et puis on voyait pas en permanence. Enfin, moi ça me frappe les images permanentes de bonheur. Même la publicité, alors. Ça a changé parce que c'est des familles un peu recomposées, donc on voit que ça suit l'air du temps, mais ils sont toujours tellement heureux que vous vous dites, moi, ma vie à côté, c'est comme si elle n'était pas en couleur. Donc, je sais pas, je sais pas si c'est plus difficile ou plus facile. C'est difficile parce que moi, je soutiens que c'est pas quantifiable, donc c'est plus difficile. Mais en même temps, je pense que ce qui est difficile de nos jours, c'est qu'il y a une injonction à être heureux. Donc, il y a vraiment une obsession du bonheur. Et il y a beaucoup trop d'images de bonheur qui nous mitraillent en permanence. J'irai un peu dans le même sens. Il y a... Oui, c'est étonnant. Michael, voyons. Il nous reste 8 minutes. Vous tenez votre rôle, s'il vous plaît. Là. Mais pour moi, l'un des grands obstacles à la capacité à être heureux aujourd'hui, il y a ces injonctions, ok, je veux bien, mais il y a aussi le fait qu'on utilise de mauvaises recettes pour le bonheur, c'est-à-dire des recettes individualistes. Et que la dimension sociale du bonheur, et ça c'est dans toutes les études, elle apparaît vraiment en premier chef, on l'actionne pas immédiatement. Donc ça c'est un problème. Et puis il y a la partie religion que Laurence avait évoquée. Sur le bonheur, on le voit pas trop, mais sur le sentiment de sens dans la vie, il y a eu un graphe qui est magnifique, qui est sorti, qui montre que plus les pays sont riches, moins plus la proportion de gens qui ne trouvent aucun sens à leur vie est grande. Ce qui n'est pas du tout observé sur le bonheur. Hein. Et les chercheurs se sont questionnés, et ce qui est ressorti directement, c'est le poids de la religion. Il n'y a pas eu de substitut, c'est tout, on n'a pas trouvé de substitut à la religion. Et peut-être que j'ajouterais, il y a cet ouvrage de Jean Fourastier, très connu, Les 30 Glorieuses, justement, qui est paru en 79, et qui expliquait que de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, au premier choc pétrolier... Fourastier, c'est celui qui a inventé l'expression « Les 30 Glorieuses ». Les 30 Glorieuses, voilà. Et c'est intéressant de relire ce livre aujourd'hui, parce que la fin de son livre parle de mélancolie, parle du fait que cette société des 30 Glorieuses a abouti finalement à un pays qui n'était pas si heureux que ça. Ah bon ? Il conclut comme ça ? Tout à fait. Il conclut sur une note très mélancolique. Très mélancolique. Et ça m'a marqué, parce que c'est juste pour essayer de répondre à votre question qui n'est pas facile. Ça veut dire que déjà, du temps, on est à la fin des années 70, on est déjà dans la mélancolie. Donc, qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Que le progrès matériel comblera pas. n'apporte pas vraiment de satisfaction. Mais c'est pas encore une vue personnelle.
Mais c'est pas une vue personnelle. Bah non, parce que c'est ce qu'on. Bah après, c'est la génération punk, No Future, Voilà, qui commence tout de suite. Années Tout de suite, 80, là, c'est ça. chômage. C'est plus la même. Il y a le choc condition. pétrolier, il Mais y a le le choc chômage. pétrolier, c'est Mais déjà le chômage. Je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait. Je vais le dire de manière un peu paradoxale, mais dans une société où on n'a plus ces croyances qui nous donnaient en fait du sens, comme ça, c'était du sens prêt à porter. Et bien, dans ces sociétés-là, il faut être heureux pour pouvoir être heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que dans ces sociétés où le sens n'est pas donné, on doit le construire à la force de son poignet, bah, si le bonheur n'est pas là, eh ben, en fait, on ne sera pas heureux. Ouais. Et que, effectivement, on va se retrouver face à quoi? Bah, au vide, au fait que notre collectif, bah, il n'est pas si présent que ça, que la politique, elle ne nous donne pas de vision, elle ne nous fait pas rêver, que l'avenir n'est pas sûr, que la guerre n'est pas partie. Mais tout ça, c'est la réalité. Hein. Mais dans ces sociétés où tout repose sur nous, en fait, bah, on se rend compte que ce nous, il est hyper fragile et qu'il n'est pas heureux. Et c'est ce que disait Fourastier, maintenant ça me revient. Il parlait justement des paysans, des paysannes, qui étaient finalement pas si malheureuses que ça, même s'ils étaient accablés de travail, et voilà, leur vie était réglée sur le travail des champs, etc., au champ. Et il disait que la modernité avait accouché justement de rêves, de projets, avait ouvert des possibilités qui rendaient les gens finalement assez malheureux, parce que ça mettait une pression, on revient toujours sur ça. Et depuis Fourastier, c'est-à-dire depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, bah, ça n'a cessé de s'amplifier, parce que la pression a monté d'un cran, et puis il y a tout ce développement personnel qui est aussi... En fait, on se dit que le bonheur est tout près. Et c'est ça qui crée la frustration. C'est qu'en fait, il est tout près, il est possible, il ne me demande pas de croire en Dieu, il me demande rien en réalité. Donc il est tout près, il promet beaucoup. En fait, notre modernité, elle promet beaucoup. Oui. Et promettant beaucoup, elle crée beaucoup de frustration. Et elle ne promet pas l'essentiel aussi, c'est ça. Elle promet des choses qui ne sont pas prouvées comme étant essentielles au bonheur. Donc elle nous amène naturellement sur des fausses pistes. Et juste sur les aspirations que la modernité avait accouchées d'aspirations grandioses et qui n'étaient pas forcément satisfaites, on a repéré un mécanisme assez étonnant sur le bonheur, c'est que les jeunes qui commencent leur carrière dans des récessions, alors ça c'est pas du tout bon pour la carrière, ça je peux vous le dire, mais bon, je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est bon pour le bonheur, notamment chez les garçons, parce que ça diminue massivement leurs aspirations. Ça enlève tous les rêves un peu mégalos. Alors non mais je sais, c'est assez particulier. Normalement les récessions sont très mauvaises pour le bonheur. On est en train de fabriquer des générations de bienheureux. Et de frustrés à la fois. On est léger. On n'est pas vraiment en récession. Non mais j'aime pas il faut pas toujours dire qu'on est le taux de chômage a quasiment jamais été aussi bas depuis très longtemps. Il faut pas avoir l'image. Pas de sujet, Mickaël. Non mais bon. Mais une vraie récession bien dure, ça peut vraiment générer un bonheur un peu plus facile à long terme. Donc il y a parfois des effets un peu contre-intuitifs. Oui, je pense que c'est ça. Que si on perd, si c'est le bonheur au prix de sa lucidité, je pense qu'effectivement on récoltera de la frustration. Et que je crois qu'un équilibre dans le bonheur, c'est, comme tu le disais, je crois que c'est être capable de dire oui à la vie. Alors, je dis pas ça, attention, ne voyez pas tout de suite la comédie musicale, je dis oui à la vie, tout va bien. Non, parce que je crois que c'est la chose la plus difficile au monde de dire oui à la vie. C'est-à-dire l'accepter telle qu'elle est. Me sentir vivant, même si j'ai pas le poste que je mérite, c'est un imposteur qui l'a. Je suis une femme, je suis pas encore très crédible dans notre société. Vous voyez, ce oui à la vie telle que je la mène. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Et peut-être que finalement, ça m'évite de voir trop grand, mais trop petit aussi. De me sentir vivant. Voilà, se sentir vivant et surtout être indépendant d'esprit, ne pas croire que le bonheur, par exemple, c'est aller à 10 000 km de chez soi. Le bonheur, souvent, il est au coin de la rue. Ah, ça, c'est ta grande spécialité, mais oui, c'est vrai. Oui, mais je pense qu'il est au coin de la rue, c'est-à-dire que simplement, il faut être dans la rue et pas être rivé sur le regard sur son smartphone, mais regarder, voir, simplement. Le bonheur est dans le fait d'avoir les yeux ouverts. Voilà, et ça, ça paraît simple, comme je le dis comme ça, mais quasiment personne ne le fait. Aussi. Très peu de gens sont capables de le faire parce que ça demande simplement de se rendre disponible à ça. Et c'est se rendre disponible pour moi. Et se rendre disponible, ça coûte rien. Il n'y a pas besoin de prendre un billet d'avion, il n'y a pas besoin d'être un grand chef d'entreprise, je ne sais quoi. Donc
pour moi, c'est quelque Ouais. chose qui est à la portée de Et tous. je crois qu'on est d'accord. On est- Je on est crois qu'on est d'accord. Il y a un d'accord les moment trois. de sérénité qui a saisi le Les studio yeux 3 et le cœur 74. ouvert, et je crois qu'on signe les trois. Ah Alors, ouais, vous je voyez sais. Il est 16h50, 16h, il n'est pas du tout 16h. Il est 19h59, passé de 23 secondes. Michael, le mot de la fin. C'est patate chaude, là, paf. Non, là, j'en ai pas. J'en ai pas. Là, peut-être que ça va m'inspirer. Allez-y, vous. Laurence, le mot de la fin. No future. Rémi, le mot de la fin. Bah, comme je l'ai dit, la poésie au coin de la rue. C'est joli. Non, je Vous laisse. n'ouvrez toujours pas les yeux. J'ai rien, j'ai rien. Bon, merci pour cette heureuse concorde. Il est 19h59, passé de 43 secondes. Merci Michael Mango, merci Laurence de Villers, Merci. merci Rémi Oudguiri, merci pour vos bienveillantes phosphorescences, merci pour cette ambiance animée. Je ne m'attendais pas à autant d'effervescence sur ce thème du bonheur. Et c'est tant mieux, merci pour vos lumières.